Avoir un cycle dans nos tournées des mouvements indépendantistes à travers le monde. On va terminer une série sur les pays baltes avec l'Estonie. La semaine prochaine, nous allons voir le mouvement en Irlande, ensuite en Écosse. Nous allons donc nous rapprocher de régimes politiques moins lointains que ceux que nous avons vus ces dernières semaines, parce qu'en Irlande et en Écosse, ce sont des peuples du Commonwealth qui aspirent à l'indépendance, et les Québécois, que cela nous plaise ou pas, nous sommes un peuple du Commonwealth. Et l'avantage des peuples qui sont à l'intérieur de systèmes politiques comparables aux nôtres, c'est-à-dire à des régimes britanniques comme tels, eh bien là, on est beaucoup plus près et de la tradition politique et de la culture politique et de l'histoire. D'ailleurs, on va voir l'indépendance irlandaise qui a été réussie, puisqu'il y a une république irlandaise. Eh bien, cette indépendance a été faite par un parti politique qui se compare au Bloc québécois. C'est-à-dire que les Irlandais, en 1917, en pleine guerre mondiale, ils vont voter pour un parti qui est le Bloc québécois, qui est le Bloc irlandais, puis ils se font élire dans toute l'Irlande. Et au lieu de s'en aller à Londres, au Parlement où ils ont été élus, ils se réunissent à Dublin, dans un hôtel, puis ils se déclarent représentants du peuple, puis ils déclarent l'indépendance. Ça va marcher. L'Angleterre n'aimera pas ça tout de suite, là. Ça va avoir des Pâques sanglantes, là, en même temps que Québec, ici en avril 1917, il y a 91 ans, là, quasiment jour pour jour, il y a eu des Pâques sanglantes à Québec, c'est-à-dire que l'armée dirigée par un officier anglais va tirer sur la foule qui manifestait contre la conscription. Donc, on va voir avec l'Irlande la semaine prochaine qu'on a peut-être des leçons à tirer. L'Estonie, c'est le dernier des pays baltes sur lequel nous allons nous pencher. C'est drôle à dire parce que c'est un pays balte qui ne l'est pas. C'est un pays balte qui n'a de baltique que la géographie. C'est-à-dire que, j'ai déjà dit, les trois pays baltes ont des places par ordre alphabétique du plus au nord vers le sud. Estonie, Lettonie, Lituanie. Donc l'Estonie, c'est le pays le plus au nord. Il baigne sur la mer Baltique, mais il baigne dans le golfe de Finlande. Il est à 85 km de la Finlande. Donc d'Helsinki, il est tout près de la Finlande. Et les Estoniens ne parlent pas comme les Lituaniens et les Lettons. Ils ne parlent pas une langue balte. L'estonien, c'est une langue, parmi les plus difficiles à classer, finno-ougrienne. Finno, ça vous donne une idée, ça vient des Lapons, des Finnois du nord de la Finlande. Puis ougrienne, ça se parle également à l'autre bout, à l'autre bout de la Russie. Mais les autres peuples qui parlent des langues finno-ougriennes, il y a le finnois, le hongrois et le basque. Le basque, là, c'est un peu perdu, là. Les historiens cherchent, là, les géographes, là, comment est-ce qu'une langue aussi lointaine peut-elle être apparentée à d'autres langues avec lesquelles elle n'a aucun contact géographique ou quoi que ce soit. Donc les Estoniens ont une langue qui leur est bien particulière, qui est une langue finno-ougrienne, qui n'a rien à voir avec le letton et le lituanien. Il y a donc en Estonie une conscience de peuple qui date de presque de millénaires, parce que comme la Lettonie et la Lituanie, ben, l'Estonie appartient aux pays les plus au nord de l'Europe occidentale, si on peut dire, les dernières terres païennes de l'Europe.
l'Estonie est protestante, comme la Lettonie. La Lituanie est catholique, la Lettonie et l'Estonie sont restés luthériens. Et donc, les premiers qui vont habiter ce coin-là, les autochtones de la place, si on peut dire, sont des tribus qu'on appelle les Est, E-S-T-E-S, puis ils sont là depuis le 1er siècle après Jésus-Christ. Ils sont là depuis toujours. Et ils ont la réputation, ces groupes-là, ces tribus-là, ces peuplades-là, d'être très disciplinés et de s'organiser rapidement sur le plan social. Ils auront donc très rapidement des notions d'autorité, de sécurité, de service public. La vie sociale, pour eux, l'État va apparaître très tôt. À tel point que vers 1100 va apparaître vraiment un État estonien avec des lois. Cependant, au 13e siècle jusqu'au 16e siècle, un peu comme c'est arrivé en Lettonie et en Lituanie, l'Estonie va devenir la possession des chevaliers teutoniques. Vous vous souvenez, c'est comme les chevaliers du Temple, c'est comme l'ordre de Malte, l'ordre de Saint-Sépulcre. Il y a également les chevaliers teutoniques, c'est-à-dire des chevaliers allemands, sont des moines, mais des moines soldats. En réalité, comme les banquiers et comme les templiers, ce sont les premiers banquiers d'Europe. Les premiers banquiers d'Europe, ce sont ces ordres monastiques qui frappent monnaie, qui battent monnaie. Il ne faut pas oublier, même dans ce qu'on appelle les abbayes. Si jamais vous avez l'occasion d'aller en France, visiter la Bourgogne, vous avez l'occasion de visiter ce qu'on appelle l'abbaye de Cluny. Écoutez, il y avait 1000 moines, je pense, là-bas. Donc, ils frappaient monnaie. Si vous voyez le film Au nom de la rose, d'Umberto Eco, là, avec le grand patriote écossais Shane Codron, eh bien, les abbayes sont des villes, sont des États en soi. Ils frappent monnaie. Ils sont même à l'origine des nations, un peu, en quelque sorte. Hein. Nous allons le voir quand nous allons nous pencher plus sur l'Europe, et là, nous aurons l'occasion de revenir sur l'importance du traité de Westphalie en 1648, où vraiment les nations européennes vont se mettre à apparaître. Toujours est-il que les chevaliers teutoniques, eux, vont s'emparer du nord de l'Europe, de ce qu'on appelle aujourd'hui les Pays-Bas. Et pendant 2-3 siècles, là, ils vont faire la loi. Si on y va encore aujourd'hui, plusieurs de leurs châteaux sont toujours ouverts au public, si on peut dire. Les chevaliers teutoniques vont céder l'Estonie à la Suède en 1561. Puis de 1561 à 1721, l'Estonie sera suédoise. Puis en 1721, elle passe à la Russie. Jusqu'à son indépendance en 1918. Sa première indépendance, qu'elle ne gardera que 20 ans. Les Russes vont les envahir, après ça les Allemands vont les envahir, après ça les Russes vont revenir en 1945 et jusqu'en 1990. Donc encore là, nous sommes devant un peuple qui a connu des aventures incroyables. Lorsque nous, Québécois, nous regardons notre propre histoire et que nous avons bien raison de trouver le temps long et d'espérer que l'indépendance se réalise le plus rapidement possible, quand on regarde l'histoire des peuples comme le peuple estonien, on se rend compte que le colonialisme a duré des siècles et des siècles, et qu'il a changé de main souvent. Donc, possession allemande avec les chevaliers teutoniques pendant 2-3 siècles, ensuite possession suédoise pendant un autre 200 ans,
possession russe pendant un autre 200 ans. Imaginez à quel point, là, et toujours avec des tentatives d'assimilation culturelle. On veut assimiler les Estoniens. Ils parlent une langue barbare aux yeux des autres, si vous voulez. Le finno-ougriens, là, ça ne semble pas de l'allemand, ça ne ressemble pas à du suédois, ça ressemble à rien, là. Ça ressemblerait un peu à du hongrois, puis à du finnois. Ce sont des langues dont la sonorité nous est tout à fait étrangère. Donc on a tout fait pour acculturer les Estoniens. Et eux, une certaine conscience nationale commence à apparaître dès le XVIIe siècle. Même s'ils étaient conscients avant ça, lorsqu'ils ont eu des petits États au tout début du Moyen-Âge, dans le haut Moyen-Âge, on peut dire que la modernité, c'est les universités qui vont aider. Les universités vont se mettre à apparaître vers 1600. Aujourd'hui, l'Estonie, c'est un petit pays, hein, 1,5 million d'habitants. Du monde à peu près comme à Montréal. Le territoire, c'est grand comme la Hollande, 45 000 km² à peu près. Composé de 70% d'Estoniens, parce comme on va le voir tout à l'heure, le grand défi de l'Estonie, ça a été d'estoniser le pays, de le réestoniser. D'ailleurs, c'est un mot qu'on devrait employer ici même au Québec quand on dit qu'on est pour la francisation du Québec. C'est très bien. Mais si on voulait être historiquement précis, il faudrait dire la refrancisation du Québec. Puisque cette terre a déjà été française. Puis le n'est pas anodin, là. L'Estonie, la Lituanie et la Lettonie ont eu une restauration de leur indépendance. On n'a pas exigé qu'ils fassent de référendum, qu'ils fassent d'élections précises. Ces peuples avaient déjà été indépendants. La communauté internationale a dit, dès que vous en aurez l'occasion, quand le mur de Berlin est tombé, proclamer de nouveau votre indépendance. Donc, au XVIIe siècle, avec les universités, va commencer à apparaître une conscience estonienne. C'est vraiment, cependant, au XIXe siècle, sous l'autorité russe, que la conscience estonienne va connaître ses plus grandes années. Au même moment et dans le même mouvement que connaîtront les patriotes du Bas-Canada, les Norvégiens, les Latino-Américains. Tout au long de ce 19e siècle, on l'a vu en Lettonie, on l'a vu en Lituanie, c'est la même chose en Estonie. Au 19e siècle, la fierté nationale estonienne va s'articuler, va s'organiser, va entrer dans les classes bourgeoises, sans aucun doute par le biais des loges maçonniques, encore une fois. Sans aucun doute possible. Le tricolore du drapeau le démontre d'ailleurs. Les Estoniens, leur drapeau, il est bleu, noir et blanc. C'est assez exceptionnel, encore 3 bords. Bleu, noir et blanc. Noir pour la terre, noir pour le manteau. Ils portaient tous de grands manteaux noirs. Bleu, c'est pour le ciel, l'eau, parce que c'est sur le bord de l'eau, et ainsi de suite. Et blanc, c'est pour la fidélité au pays, et ainsi de suite. Mais c'est un tout petit pays, donc qui va développer sa conscience nationale au 19e siècle, et la Russie, parce que c'est très important, parce qu'on va le voir un peu tout à l'heure, ça va nous permettre de voir à quel point la comparaison se fait entre le Canada et la Russie. J'en ai fait souvent. Je vais y revenir ce soir avec de nouveaux détails, parce que le Canada va s'inspirer, et s'inspire encore, de la pensée politique de l'Union soviétique pour combattre le mouvement québécois. C'est une constante de la philosophie canadienne. On se demandait toujours où ont-ils pris ça. C'est en Russie qu'ils l'ont pris.
C'est dans la pensée soviétique. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, au 19e siècle, la pensée estonienne, elle se précise. L'Estonie veut la liberté, veut l'indépendance. Ils sont républicains. Ils ont une certaine admiration pour les institutions françaises. Ils ont été marqués par la Suède, bien sûr. Et la Suède, il ne faut jamais l'oublier. La Suède, à partir de 1800, 1840, la Suède aura des Français comme roi. C'est Bernadotte qui devient roi de Suède. Bernadotte, c'est un général, c'est un maréchal de Napoléon. Il y a un film magnifique qui a été fait à la télévision, Le Désiré. C'est lui qui va marier la petite Désirée qui va devenir reine de Suède. Eh bien, la monarchie suédoise actuellement, je pense que ce sont des Carl Gustave qui sont là, si ma mémoire est bonne, eh bien, ce sont culturellement des Français. C'est un général de Napoléon que le Parlement suédois a choisi comme monarque, Bernadotte, et c'est cette famille-là qui règne encore aujourd'hui, en 2008, sur la Suède. Donc, l'Estonie va développer son sentiment face à la Suède d'abord, mais également par la suite face à la Russie, bien sûr. Et quand les Russes vont vouloir renverser le tsar, parce qu'en Russie, vous savez, c'est la Russie en soi, mais il y a une série de conférences juste pour elle. Écoutez, c'est un monde, la Russie. C'est un monde tout à fait extraordinaire. Mais la Russie a toujours eu en son sein, dans la Russie tsariste, que la Russie soviétique, que la Russie actuelle, une centaine de nations. C'est pas rien, ça. La Chine a encore plus que ça. Puis en Afrique, il doit en avoir 500-600. Donc nous autres, avec nos petites nations, 10-15 par continent, puis on se trouve nombreux. Là, donc la Russie a toujours eu en son sein, dans l'Empire du temps des tsars, une centaine de nationalités différentes, avec tous les problèmes que ça peut occasionner, naturellement. Donc, il y aura des révolutions contre le tsar tout au long du 18e siècle. Il y en aura qu'on appellera les décentristes. Là. Ceux qui s'intéressent, il faut lire les livres d'Henri Troya. Exactement. Moi, j'ai tout lu ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, parce que c'est très instructif à ce niveau-là. On les passe toutes, les grandes révolutions. Eh bien, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, va s'organiser des révolutions contre le tsar, ça ne marche pas naturellement, mais il y en a une qui va marcher, c'est celle de 1917. Et si Lénine réussit à renverser le tsar en 1917 dans les circonstances que l'on sait, c'est pas parce que son armée aura été constituée de travailleurs. Ce sont les mouvements nationalistes, séparatistes, indépendantistes, les mouvements nationaux, les mouvements patriotiques à travers toute la Sainte Russie, comme il l'appelait, qui, eux, ont fourni à Lénine l'effort nécessaire pour renverser le tsar. Il n'y aurait pas eu de révolution d'octobre 1917 sans la participation des mouvements nationaux dans la Russie, dont les pays baltes. C'est pour ça d'ailleurs que la Russie va les aider, va reconnaître leur indépendance en 1918. Les Allemands vont les avoir occupés en 17 et ainsi de suite. Mais ils vont proclamer leur indépendance parce que les bolcheviks vont vouloir les remercier de les avoir aidés à renverser la royauté en Russie. Par la suite, il y aura une autre attitude que celle-là. Mais lorsqu'on reconnaît cette indépendance-là, en 1918, on va reconnaître les 3 pays baltes d'ailleurs, c'est parce que les bolcheviks vont vouloir être reconnaissants avec les peuples qui les ont aidés à débarquer le tsar. Cependant, très rapidement, ce qui va devenir l'Union soviétique se rend compte que ce n'est pas facile
de mener un pays dans lequel il y a 100 nationalités. Puis quand vous décidez, pour des raisons politiques, que toutes les langues se valent, que vous allez enseigner dans des régimes d'éducation dans chacune des langues nationales, que vous allez encourager toutes les langues, ça devient presque impossible. Ils ont été parmi les premiers à développer des politiques linguistiques particulières. Puis à un moment donné, la politique linguistique qui va leur apparaître la meilleure pour tout l'Empire, ça va d'ailleurs commencer sous le tsar, c'est on respecte les langues partout, mais la langue de l'Union soviétique, ça va être le russe. Donc, on a commencé à russifier. Mais là, on parle d'un continent tout entier, là. Des populations différentes, écoutez, il y a des musulmans, il y a des bouddhistes, il y a des chrétiens, des orthodoxes, il y a des musulmans, presque 100 millions aujourd'hui. Donc c'est toute une population bigarrée, tout ça soutenu par un régime qui se veut athée, communiste, qui veut, comment dirais-je, combattre dans une certaine mesure toutes les formes de religion, en tout cas ne les soutenir en aucune façon, enseigner l'athéisme dans les écoles, à l'université. Donc, on met ça tout ensemble, ça va faire une poutine épouvantable. Et Lénine finit par partir, puis il y a un successeur, qu'on va appeler le petit père des peuples, qui est Staline. Staline, sur lequel nous reviendrons plus longuement lorsqu'on fera des indépendances des pays, des peuples de l'URSS, mais dès ce soir, on peut dire que Staline a joué un rôle de premier plan dans le combat des mouvements nationalistes et indépendantistes en Europe. Il y en avait dans toute l'URSS. Puis il fallait écraser ces mouvements-là. Ces mêmes mouvements qui ont aidé le parti bolchevique à s'emparer du pouvoir, bien ces mêmes mouvements-là sont trop forts. On veut bien leur accorder des autonomies, on veut bien reconnaître des régions autonomes, on veut bien leur donner des qualités de république fédérée, URSS. Il en demeure pas moins qu'il y a là des mouvements nationaux, des mouvements patriotiques qui embêtent Moscou. Et là, l'Union soviétique va sortir une série de politiques linguistiques. Puis pendant des années, ils vont tenter de russifier le territoire. Dans les pays baltes, ils ont vidé les pays de la population, les transportaient par dizaines de milliers en Sibérie. On les remplaçait par des Russes. À l'université, on interdisait les langues nationales, puis on obligeait parce que tout le monde apprenne le russe. On a russifié les pays baltes. Il y avait une certaine résistance, ça n'a pas réussi complètement, mais ça a fait suffisamment de tort pour qu'en 2008, ces pays-là sont encore pris avec ces problèmes-là. Quand on dit que l'Estonie a près de 30% de sa population qui n'est pas encore de citoyenneté estonienne, c'est du monde, ça. Parce que pour devenir citoyen estonien, il faut passer un test puis connaître la langue estonienne, ce que les Russes ne sont pas capables de faire, les plus âgés tout au moins. Donc plusieurs sont partis, mais il reste encore 30% de la population. Donc il y a un 30% de la population qui n'a pas de citoyenneté, qui vit sur le territoire, qui a contribué d'une certaine mesure au développement du pays, il faut bien le dire. Mais c'est encore des reliquats des années staliniennes où on a voulu russifier tous les peuples de l'URSS, puis que ça a des conséquences, pardon, jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'Estonie, qui a retrouvé son indépendance au début des années 90,
l'indépendance qu'elle avait déclarée une première fois le 24 février 1918, qui sont rentrés à la Société des Nations reconnue par l'URSS à partir de 1920-1922. En 1940, les Russes vont venir pendant un petit bout de temps, ils vont s'en aller. Les Allemands, Hitler va être là 3 ans. Ensuite, il y aura une résistance, puis encore là, le massacre des Juifs. Hein, le traitement réservé aux Juifs des pays baltes est tout à fait inhumain. Ils ont été éliminés de la carte. On l'a vu la semaine dernière, il y a des villes. Riga, la capitale de Lituanie, est habitée par près de 50% de Juifs. En Estonie, après la Deuxième Guerre mondiale, il restait 35 Juifs vivants. Un pays qui en a eu jusqu'à près de 150 000. Ils ont été éliminés systématiquement dans un camp qui s'appelle Treblinka. On les envoyait là, par train entier. Donc les Allemands vont les occuper jusqu'à 44-45, et là, en 45, c'est les Soviets qui reviennent pour un autre 45 ans. Donc ce sont des peuples qui ont été complètement dépossédés de leur indépendance, mais qui, à cause, en ce qui concerne les Estoniens, de l'attachement à leur culture, puis des liens avec la Finlande, parce que même si la Finlande ne parle pas la même langue, c'est la même racine de langue. C'est les mêmes familles de langue. C'est comme si notre voisin était espagnol ou italien. C'est pas la même chose que français, mais c'est moins des paysans que s'ils étaient coréens. On va comprendre un peu. Principal, leçon, justement, puis même si on n'avait pas le choix, puis si on n'avait que ça à écouter, on finirait par comprendre, disons. Donc, l'Estonie a pu s'appuyer sur des liens culturels, on peut dire dans une certaine mesure, avec la Finlande, parce que les Estoniens, tout petit peuple fussent-ils, étaient et demeurent très attachés à leur culture. Ce sont des gens très fiers. Les gens des pays baltes sont des gens fiers. Une dernière, il y en a un qui est venu en observateur ici, un bon Québécois, son père était un Lituanien, puis il est venu par curiosité de fierté nationale, ce qui est quand même quelque chose, vous savez. Là, ils sont donc les gens des pays baltes sont des gens fiers. Ils se savent différents, puis ils sont conscients de leur différence en Europe, puis ils sont fiers de cette différence-là. Donc, c'est ce qui les a aidés à passer à travers ces épreuves-là. Parce que nous, ici au Canada français, on a été victimes de tentatives d'assimilation. Nous le sommes encore d'ailleurs. Et chez nous aussi, quand je dis que le Canada s'inspire de l'Union soviétique, cette émigration massive qui s'inscrit dans un plan, là. Ici au Canada, c'est un ministre du nom de Swifton qui a fait ça au début du 20e siècle. Un monsieur Swifton qui lui avait tout planifié pour assurer la pérennité de l'anglais au Canada. Parce qu'il y a toujours eu une phobie au Canada anglais, au Europe, ils l'ont encore d'ailleurs, il y a une phobie que les Canadiens français prennent le contrôle du Canada. C'est une obsession, c'est presque une maladie mentale. C'est une phobie, une vraie phobie. Là. On a peur de ça. Et donc, il fallait prendre tous les moyens pour empêcher cela. La meilleure façon, c'était l'immigration. Puis donc, depuis 1900, là, des vagues d'immigration, il y en a eu énormément. Et depuis Trudeau, le phénomène s'est accentué. C'est-à-dire que c'est même devenu là, un système, une pensée, une démarche, un plan. Ici, il en vient 55 000, 60 000. On essaie même d'en faire entrer 75 000 par année. Après 10 ans, ça fait quasiment 1 million, ça. Là. Il y a donc, c'est une façon de changer la population. C'est une façon démocratique, honnête, ça paraît pas. Qui peut s'opposer à ça? Mais on lâche à Montréal un 50-55 000 nouveaux habitants
adultes par année qui viennent changer le bassin, qui viennent déséquilibrer dans une certaine mesure là, l'espèce de balance démographique. Cette pensée-là est très inspirée des méthodes soviétiques, comme la loi C20 d'ailleurs. La loi C20 de Stéphane Dion, quand les gens se demandent pourquoi il n'est pas aimé au Québec, c'est compliqué à expliquer, là, mais il y en a pour beaucoup là-dedans. La loi C20, c'est pas une petite loi, ça. La loi dite de la clarté, c'est la loi des mesures de guerre dans sa version actuelle. C'est une loi des mesures de guerre. C'est une loi d'exception. La loi C20 est une loi, et là, il s'inspire des lois soviétiques que Moscou avait décrétées également afin d'empêcher les pays baltes et les autres peuples de l'URSS de faire leur indépendance. Eh bien, la loi C20 est une loi d'exception parce qu'elle vient dire que lorsque c'est au sujet de la souveraineté du Québec, un vote pour le oui n'a pas le même poids qu'un vote pour le non. Lorsqu'on nous dit il faudra plus que 50% plus 1, c'est ça le cœur de la C20. Il faudra plus que 50% plus 1 pour faire la souveraineté. Lorsqu'on dit il faudra plus que la majorité absolue, parce que 50% plus 1, ça s'appelle la majorité absolue. La majorité simple, là, c'est les élections qu'on a lorsqu'on a des élections ordinaires. Celui qui a le plus de votes devient député. Ça, c'est la majorité simple. Celui qui a plus gagne. C'est une majorité simple. Une majorité absolue, c'est sur 100, 50% plus 1. C'est plus qu'une majorité simple, c'est une majorité absolue. Eh bien, la loi C20, la loi dite de la clarté, ce qu'elle vient faire, elle vient dire quand il s'agit de la souveraineté du Québec, les règles de la démocratie ne s'appliquent pas. Il faudra plus que 50% plus 1. Et cela est inspiré directement, mot à mot, des lois soviétiques votées pour empêcher les pays baltes, notamment l'Estonie, les pays baltes, mais aussi les autres peuples de l'URSS, de faire leur indépendance. Et Chrétien, et Dion, et Trudeau, l'idée de leur C20, elle vient de là. L'époque Trudeau avait une grande admiration pour les pays soviétiques. D'ailleurs, les Américains l'ont considéré jusqu'à sa mort comme un communiste. Ce qu'il n'était pas en réalité, c'était un dictateur. En politique, on peut dire de quelqu'un qu'il est dictateur lorsqu'il fait emprisonner ses adversaires politiques. Il faut quand même le faire. Là. Ce que Pierre Elliott Trudeau a fait, c'est qu'il a mis en prison ses adversaires politiques. Nous avons eu l'occasion de voir il y a 2 jours à la télévision, de revoir le film Les Ordres, qui a passé à Arte TV dimanche soir, je pense, en tout cas avant-hier. Et on l'oublie souvent, hein, octobre 70, je ne comprends pas que ça ne nous scandalise pas plus que cela. Là. On parle de 500 arrestations, dont les poètes, là, Godin, Gaston Miron, Pauline Julien, et ainsi de suite, des comédiens, des poètes, des chefs syndicaux, des militants de groupes communautaires, des présidents d'associations du PQ, des militants de la Société Saint-Jean-Baptiste. 500 ont été arrêtés, 75 000 gestes policiers. Parce qu'ils n'ont pas arrêté tout le monde, ils sont allés visiter, ils ont questionné, ils ont fouillé, ils ont perquisitionné. Ils ont pénétré dans l'intimité des gens, arraché des enfants des bras de leurs parents, en pleine nuit, sans mandat, sans donner de raison, sans accusation. Les ont menés à Partenay, certains ont été là pendant des mois, simulé des exécutions,
les yeux bandés, là, puis dit on tire sur toi, puis on tire, mais c'était des balles blanches. Donc c'est vraiment une torture, là. Donc Pierre Elliott Trudeau, c'est ça, là. Faire arrêter ses adversaires politiques. Cela vient directement de la façon de procéder de l'Union soviétique. Oui. Alors, si je ne me trompe pas, il y avait une liste, un peu comme Staline opérait. Staline avait sa liste de gens signés. Si je ne me trompe pas, dans la crise d'octobre, il y avait une liste dans laquelle Gérard Pelletier, Jean Marchand et Pierre-Éliott Trudeau ont signé. Je me trompe peut-être, mais il y avait une liste aussi. Non, il y avait une liste au-dessus de 500 noms. Moi, j'ai Léon Z. Paquenaude, qui était président du Conseil du Livre à Ottawa, qui était ami avec ces gens-là, très ami d'ailleurs, mais qui est un ancien de l'ordre de Jacques Cartier, qui est un ancien des milieux nationalistes. C'est lui qui a mis au monde politiquement Jean Drapeau, avec la Ligue du projet d'action civique, là, la moralité, justement. Donc la Saint-Baptiste avait été mêlée pas mal dans ces milieux-là, et lui-même m'a dit dans mon bureau, quand j'étais président il y a plus de 25 ans, que effectivement il y avait une liste, et que lui avait réussi à faire sauter, disons, une dizaine de noms. Mais c'était une liste à laquelle ont personnellement travaillé Pierre Elliott Trudeau, Gérard Pelletier, Jean Marchand, puis là, celui que j'aime le moins encore, Mac Lalonde. Mac Lalonde, de regretter mémoire. Ça semble pas de ça comme son Montgomery, c'est oui. M. Lalonde, là, qui a donné 100 000 $ en caution pour libérer M. Schreiber. J'ai essayé de faire le lien, là. M. Lalonde qui était payé 3 000 $ par jour pour être conseiller pour réaliser l'indépendance de l'Ukraine. Imaginez. Essayons de garder notre sérieux avec des affaires semblables. Donc, Trudeau va s'inspirer beaucoup de ce qui se passe en Union soviétique. D'ailleurs, son attitude, il s'affrontait toujours aux États-Unis, c'était une politique internationale qu'il avait, pour se rapprocher des ennemis des États-Unis. C'était pas tout à fait fou comme politique, là, ça pouvait se comprendre dans une certaine mesure, là, et beaucoup de ses convictions pouvaient être partagées par plusieurs des nôtres, mais il en demeure pas moins qu'il va emprunter à l'Union soviétique et à la pensée communiste ce combat des idées nationales. Pour lui, les Canadiens français ne devaient pas s'organiser politiquement. Ce qui était le contraire de sa pensée. On ne dira jamais assez. Trudeau aurait été indépendantiste avant nous tous. Et de façon plus féroce que nous tous. Il a signé de son sang qu'il donnerait sa vie pour faire la séparation du Québec. Il était membre des Frères Chasseurs. Société secrète fondée autour du Collège Sainte-Marie, du Collège Brébeuf, par des jésuites, des étudiants qui aujourd'hui seraient près de 90 ans. Il y en a eu quelques-uns. Je cherche toujours le nom de l'écrivaine Maillet, non pas Antonine, l'autre, qui a écrit l'Orignal, en tout cas. Et Maillet, M-A-I-L-L-E-T, dont le père était propriétaire de la Patrie, des gens de Vaudreuil, le Roger Maillet, l'Elpéro, tout à fait. Donc Trudeau, après avoir été un patriote ardent, va maudire ça. Ça reste une énigme. Puis il change son fusil d'épaule quand il est étudiant en Angleterre, tout de suite après la guerre. Son directeur de thèse au London Economics, c'est quelqu'un qui aura la réputation d'avoir été très près des Soviétiques. Vous savez, ce sont les années, c'est la pré-guerre froide, là, puis ainsi de suite. Il va jouer là-dedans, lui. Mais ça, peu importe pour nous. Pour nous, ce qui est... Et quand les Felkistes vont se réfugier chez Castro, il va être très gentil avec eux, mais Castro ne fait rien que le Canada ne voudra pas. Là. L'ami de Castro, c'est pas le FLQ. L'ami de Castro, c'est Trudeau.
Il a été jusqu'à la dernière minute. Castro est venu au funérailles de Trudeau. Puis les enfants de Trudeau fréquentent Castro à l'occasion. J'ai entendu Justin à la télévision parler d'un voyage où jeune adolescent il était allé avec son père, qui avait été reçu dans les maisons les plus privées de fidèles. Donc, c'est jamais clair. Et puis l'attitude du Canada face au Tibet. Il y a aussi de ces relents-là. Là. Il y a au Canada français, il y a au Québec français, et moi le premier, une sympathie pour les mouvements révolutionnaires de gauche qui fait en sorte que notre regard sur certaines luttes nationales est brouillé par ça. Qu'est-ce qui arrive pour le Tibet, là? Le Tibet, ça devrait être gros, là. Avec les Olympiques qui s'en viennent, puis ainsi de suite, tu sais, puis on a de la... C'est Washington qui crie pour le Tibet, là. Où est le NPD? Où est le Bloc québécois? Où sont les centrales syndicales? Y compris même les sociétés nationales. On a un peu une difficulté, hein? C'est-à-dire, Mao a combattu le tibétisme, puis les idées du Tibet, ça passe pour des idées rétrogrades, traditionnelles, arriérées, contraires au progrès. Toutes des choses qui vont dire de notre propre combat, là. Je veux, c'est toujours... Puis c'est vrai qu'en Chine, il y a peut-être 100 peuples comme le Tibet. Mais que la soupière s'ouvre là-bas, là, il va en avoir des peuples qui vont demander la liberté aussi. Donc, il faut être conscient que c'est pas une petite affaire. Mais la façon de procéder de l'Union soviétique va marquer les esprits canadiens, va marquer le nationalisme canadien, va marquer la nouvelle constitution canadienne. Toutes les idées que le Canada prend pour combattre le mouvement québécois, ils viennent de l'Union soviétique où elles n'ont pas marché, cependant. Elles n'ont pas marché. La loi Sévin russe, qui a été votée pour empêcher l'indépendance de l'Estonie, de la Lituanie et de la Lettonie, n'a jamais servi. Il n'y a même pas eu de référendum. Donc, passer une loi, c'est une chose. Qu'elle soit utile, efficace, c'est autre chose. Donc, il y a, en Estonie, il y a eu cette détermination, encore une fois. Eux aussi, quand les Russes ont menacé d'envoyer des blindés, ils se sont réunis autour de leur parlement, n'ayant que pour arme leur poitrine, ils sont tenus avec leurs enfants par la main, autour, pour démontrer leur volonté. On n'en est pas là encore. Donc, il y a moyen de s'en inspirer encore là. L'attachement, le point le plus commun, le plus fort que nous avons en commun avec l'Estonie, c'est cette détermination culturelle. Ça, nous l'avons. Et jusqu'à maintenant, on l'a vu en Lituanie, on l'a vu en Lettonie, on l'a vu en Norvège, on l'a vu en Finlande, on l'a vu dans certains pays d'Amérique latine également. La volonté de conserver une identité culturelle est à peu près la motivation qui traverse le plus le temps. Ça résiste au régime politique, au changement de roi, au changement de régime de la République, de la monarchie. On passe de l'Angleterre à la Suède, de la Suède à l'Espagne, de l'Allemagne à la Russie. Il y a toujours un attachement culturel qui résiste à tous ces changements-là. Ça, on le sent en Lettonie, on le sent en Lituanie, puis on le sent maintenant en Estonie. Cette volonté d'être fidèle à ce que nous sommes, comme si c'était plus fort que le reste. Ça n'a rien à voir avec la religion, il y a des peuples catholiques et des peuples protestants, puis les deux ont la même réaction nationale. Cependant, ça a toujours été précédé au 19e siècle. C'est là que ça se passe. Une espèce de prise de conscience des nationalités. C'est plus qu'une prise de conscience nationale. Le 19e siècle, c'est le siècle des nationalités. Les patriotes de 37-38 sont les pères de la nationalité. Pas de la nation,
de la nationalité. Depuis ce temps-là, il y a des nationalités. On va prendre une petite pause. Voyez. Donc, la loi C20, la loi de Stéphane Dion, qui est extrêmement importante parce qu'elle nous prend au-dessus de la tête et beaucoup de gens se laissent insécuriser par cette législation-là. Il ne faut pas oublier que la journée où les Québécois diront oui, que ce soit lors d'un référendum ou d'une élection, là, ça reste à déterminer par les chefs, naturellement, mais quand il y aura une instance québécoise qui va déclarer l'indépendance au lendemain d'un référendum ou d'un vote spécifique, une consultation populaire, on verra. Il ne faut pas s'énerver avec la loi C20 parce qu'elle deviendra caduque immédiatement. Lorsqu'une déclaration d'indépendance est faite, on l'a vu pour le Kosovo, mais c'est le cas comme ça partout. Dès que la déclaration est faite, le pays duquel on se sépare n'a plus un mot à dire. C'est la communauté internationale qui intervient. Regardez au Kosovo, les Américains, la France ont reconnu, puis là, sont rendus à 50 pays à peu près depuis un mois. Ça offusque plus personne, y compris le Canada. Donc, quand une déclaration d'indépendance est faite, le pays concerné n'a pas un mot à dire. Donc, la loi C20, là, ça a du poids sur nous tant et aussi longtemps qu'on n'exercera pas notre droit à l'autodétermination. C'est ça pour nous faire peur? Oui, c'est uniquement pour nous faire peur. C'est pour sécuriser le Canada. Écoutez, Jean Chrétien n'était pas bien fort au lendemain du référendum de 95, qui, ne l'oublions pas, est un référendum volé. On ne le répétera jamais assez. 200 000 électeurs que le directeur des élections a tenté par la suite d'identifier en croisant la liste électorale avec la liste de Revenu Québec, avec la liste des assurances automobiles, les permis de voiture. Il y a 200 000 noms qui n'existent pas. Il y a 200 000 personnes qui étaient sur la liste électorale du référendum de 95 qui n'existent pas pour l'assurance maladie, qui n'existent pas pour Revenu Québec et qui n'existent pas pour les permis de voiture, la SAAQ. 200 000. C'est 5% du vote. En plus de ça, il y en a 191 000 qui sont ajoutés sur la liste. Les 200, c'est d'autres mondes, ça. 191 000 qui sont ajoutés sur la liste électorale entre septembre 94 puis septembre 95. L'augmentation normale. Vous savez, quand il y a une élection ou un référendum, on fait un recensement. Là, on avait fait un recensement en septembre 94. En septembre 95, ils en font un autre pour le référendum. En un an, il y a 191 000 nouveaux électeurs. Généralement, il y en a 50 000. Là, il y en a eu 191 000. Dans Maisonneuve, il y a eu 1000 nouveaux électeurs en un an. Dans Westmount, 16 000. Ils ont voté, eux autres. Là. Ça, là, c'était comme ça dans divers comtés. Le comté de Westmount, le comté de Laurier-Dorion, le comté au fédéral, l'équivalent de Papineau, où est Justin Trudeau. Là, il y a eu des augmentations d'électeurs là, sans fin. En plus de ça, il y en a eu 20 000 qui ont été ajoutés, qu'on a appelé les Québécois Outside Québec. Un comité subventionné par le Conseil pour l'unité canadienne, qui ont fait passer des annonces dans tous les journaux, les magazines, les mensuels, les hebdomadaires, les quotidiens du Canada anglais, des grandes annonces à pleine page, qui ont dit, si vous avez déjà résidé au Québec dans les 50 dernières années, vous avez le droit de voter au référendum
téléphonez-nous à cette ligne 1-800, gratuit de tout le Canada. Nous vous aiderons à vous inscrire sur la liste et vous irez voter sans que ça vous coûte rien. Ça, c'est le conseil pour l'unité canadienne. Ils en ont mis 20 000 de même. N'oubliez pas que le non a gagné par 52 000 voix. Il faut trouver 26 000 voix. Pas correct. C'est suffisant pour que le total ait été faussé. Il y en a eu 200 000 qu'on ne connaît pas, se sont trouvés sur la liste électorale, qui ont voté sans exister. Il y en a eu 191 000 qui se sont rajoutés. Il y en a eu 20 000 des comités outside Québec. Puis il y en a eu 44 000 des nouveaux immigrants. Ça, là, c'est tous les votes qui sont questionnables face au 30 octobre 1995. Nous avions tout prévu, fait penser aux amis des Estoniens. Les Estoniens, on ne veut pas de référendum, les autres, ils vont nous arranger les élections. On n'en veut pas, l'autre était à peu près à 65, nous autres, on est 80% ici de la population. Les Estoniens étaient à peu près 65% de la population. Il y avait autour de 30% de Russes, puis d'Ukrainiens, puis de Biélorusses, mais surtout les Russes. Donc, il y a eu une grosse critique du système électoral. Les autres, en Russie, c'était pas compliqué. Il n'y a qu'un parti. Il peut y avoir 20 des candidats, mais il n'y a qu'un parti. Donc, c'était tout à fait un autre système. Ici, le 30 octobre 1995, il y a un 5-6% du vote qui est inexplicable. Moi, j'ai jamais cru au taux de participation de 94%. J'ai jamais cru ça. Ça se peut pas. Les fêtes des élections de ma vie, 9,4 logements qui votent, là. Non, c'est impossible. Ben, j'en ai fait, mais imaginez-vous que ça vote tout. Ça veut dire que toutes les votes, tous les électeurs vont voter, là. Chaque chose. Non, ça n'a pas de sens. Pourquoi normalement ils disent que 76% c'est élevé? Oui. Vous savez, 80, 90, on peut dire, gros, mais là, 94%, ça veut dire qu'il y a des comtés où c'était 98, peut-être 102. C'est déjà arrivé dans le temps de M. Duplessis. Dans un comté, il y a eu plus de votes que d'électeurs. Ils sont allés en cour devant le juge Cohen. Puis l'avocat de l'Union nationale a dit c'est l'enthousiasme, M. le juge. Il y avait plus de votes que d'électeurs. Donc, le 30 octobre 1995, il s'est passé des magouilles comme ça. Beaucoup. Le plus étonnant, c'était notre absence de réaction. Oui, moi, je me souviens, j'étais dans un mouvement, là, à ce moment-là, c'était en 96, là. Je commençais, les gens, je faisais des discours un peu partout, comme maintenant, puis les gens venaient me voir, ils disaient, mais le 30 octobre, ça n'a pas de bon sens ce qui s'est passé, moi, là. Je me rappelle d'une femme à Brossard, elle m'a décrit 3 autobus d'Asiatiques qui sont arrivés, ça ne parlait pas un mot français, ça ne parlait pas un mot anglais, puis ça a tout voté, à plein d'autobus. Puis ça se mettait à apparaître d'un peu partout, que je voyais bien qu'il y avait qu'il y avait quelque chose d'anormal, mais entre vous et moi, c'est pas à nous à faire ça. Quelqu'un m'a envoyé un écrit il y a 2 semaines avec nos conférences, grâce à M. Terrien, ça passe un peu partout. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un écrit, il y a un article qui est paru dans le Devoir 1 semaine avant le référendum de 95, où c'était bien inscrit qu'il y avait 191 000 nouveaux électeurs, alors que généralement, il y en a 50 000. Déjà là, on venait de se faire faire, là. Ils se sont mis à dire à quelques personnes, on dit bon, mais parce que c'était un vote sur l'indépendance, c'était une question importante, tout le monde voulait voter, mais là, ils ont changé la loi depuis. Mais à ce moment-là, Ottawa, par le comité Québécois Outside Québec, animé par Lawrence Bergman, qui est actuellement député libéral de Darcy McGee,
qui était ministre du Revenu, qui a été débarqué. Vous savez qu'il a été mêlé à une subvention aux écoles juives là, sur laquelle le gouvernement a reculé. C'est lui qui était derrière ça. Eh bien, eux autres, avec des annonces dans le journal, et ça, c'est le directeur général des élections qui parle, je le cite, ces gens-là, le gouvernement fédéral disait aux gens comment faire pour violer la loi et s'inscrire sur la liste électorale. Le Love Party, quand ils sont venus, là, c'est la journée des votes anticipés. Ils sont venus voter. On n'a pas compris ça, personne. Le premier qui me l'a dit, c'est Rosaire Morin. Certains l'ont connu parmi vous, l'ancien chancelier de l'Ordre de Jacques-Cartier. Je me rappelle, j'avais appelé au téléphone, puis on voyait ça à la télévision, le Love Party, avec M. Charest, son passeport, puis ainsi de suite. Je me dis, Rosaire, ça va savoir de l'influence. Ah, il dit, ça peut en avoir. Mais il dit, ils sont venus voter. Je n'avais pas pensé à ça. Ça ne coûtait rien, les voyages ne coûtaient rien, ça venait de partout. Il y en avait 20 000 sur la liste. Ils sont venus voter. Ils sont retournés. Et le plus scandaleux, c'est qu'on n'a pas réagi. Et non seulement on n'a pas réagi, Ottawa est arrivé avec sa loi C-20, sa loi soviétique. C'est encore une preuve. Parce que si tu es sûr de ton affaire, tu n'as pas besoin de faire une loi pour dire 50% c'est passé. Si tu passes une loi pour dire 50% que c'est passé, c'est parce que tu sais que 50% passe. Donc, Ottawa le savait. N'oubliez pas qu'il existe à Montréal des machines électorales qui sont faites pour voler des élections et voler des référendums. Il y avait des militants indépendantistes dans le comté d'Anjou, le Parti québécois, là, qui ont beaucoup travaillé. Écoutez, ils ont fait démissionner un député, un nommé Lamoureux, qui était député libéral, qui était obligé de démissionner parce que le scandale était après sorti. Il y avait des machines à vote. Comment? Ils ont fait cette recherche sans l'aide. Imaginez, je me rappelle, c'était un monsieur, un ancien pilote d'avion, là, dont j'oublie le nom, qu'on voyait dans nos... Oui, voilà. Sans l'aide, imagine-toi. C'est scandaleux. Par eux-mêmes. Donc, elle ne voulait pas toucher à ça du tout. Donc, il y a des machines pour voler des élections. Ils appellent ça clé en main. Puis du moins, je vais me présenter, conseiller municipal à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Voulez-vous vous occuper? Ça coûte tant. Ils appellent ça élection clé en main. Tu te fais élire. Donc, au référendum de 1995, on s'est fait avoir sur toute la ligne. Et il n'y a pas à dire, ce sont des méthodes directement inspirées que nos amis des Pays-Bas, dont on vient de faire le tour, là, dont on vient de terminer la tournée, ont vécu, ils ont goûté à cette salade-là. Et même pour en parler ici, parler du vol du référendum, je vous le dis, aujourd'hui, là, si j'avais de l'argent, je ferais faire un sondage, ça coûte 800$ une question de sondage, une question, pas léger. Je suis convaincu que la majorité des Québécois pensent que le référendum nous a été volé en 1995. Mais je peux vous dire qu'en 1996 et en 1997, il n'y avait personne qui s'intéressait à ça. Personne ne sait. D'ailleurs, M. Lévesque, c'est le genre de gars qui ne pouvait même pas penser qu'on pouvait se faire voler des élections. Il savait que c'était croche, mais lui, il n'était pas croche. Ah, mais c'est des fous, là. Mais il n'était pas croche, M. Lévesque. Marcel Chaput, je me rappelle, moi, j'ai partagé ses votes partout. Il était tellement bon qu'il ne pouvait pas s'imaginer que les autres étaient mauvais. C'est un peu de naïveté, hein? C'est ça que Falardeau dit qu'on doit orange. C'est pour ça que moi, j'espère que les partis politiques qui sont en place, quels qu'ils soient, la carte d'électeur, c'est quelque chose de fondamental. Moi, j'étais au congrès du Parti québécois. Lucien Bouchard a promis la carte d'électeur. Je vous la promets. 15 minutes avant le vote. 3 semaines après, il a dit qu'il la donne à plus. Comment ça se fait que ça bloque la carte d'électeur? Alors que ça existe dans des pays partout sur Terre.
Ici, quand on vient parler de la carte d'électeur, ce n'est pas démocratique. C'est une violation des libertés fondamentales. Sur une carte, on pourra tout voler. Ben oui. Donc, avec cette tournée des pays baltes, on vient d'achever 3 autres pays européens, 3 autres peuples qui ont fait leur indépendance dans des circonstances difficiles, qui viennent encore de nous démontrer que ça prend de la patience, que les combats sont particulièrement pénibles. Regardez les peuples, là, ils ont changé de domination à plusieurs reprises, puis qui ont connu leur indépendance, puis on leur a enlevé, puis ils la retrouvent 45 ans après. Donc, on peut se consoler en nous disant que la route n'est pas faite. Mais quand on va tomber dans des peuples plus près de nous, comme la semaine prochaine avec l'Irlande, puis l'Écosse ensuite, on va se rendre compte qu'il y a moyen d'utiliser davantage le système dans lequel on est pour faire avancer la cause. Les Irlandais l'ont fait et les Écossais le font actuellement. Là. Les Écossais, ils poussent le système au maximum. Là. Et ça, c'est un régime comme le nôtre. C'est-à-dire qu'on a ce qui se fait là-bas, là, on peut le faire ici. C'est à l'intérieur du même régime. Moi, je me rappelle au référendum de 95, M. Parizeau avait même dit la semaine avant le vote, vous savez, à la fin d'un référendum, c'est plus à nous autres qui parlent. On tente d'aller chercher des votes de plus en plus loin. Fait qu'il avait dit, on pourrait peut-être même garder le même passeport. Ça, je ne vais pas bien aimer ça, moi. Mais en réfléchissant, vous savez qu'il y aurait moyen, je vais terminer là-dessus, il y aurait moyen de faire l'indépendance en les mettant devant le fait accompli. Parce que c'est comme ça que les pays anglais fonctionnent. Oui, on met devant le fait accompli, l'Angleterre va s'incliner. La demoiselle fait demander si là qui veut du café parce qu'ils vont jeter de toute façon. Il y en a qui donnent du café avant de partir. On va arrêter. J'ai allé me chercher une tasse avant de partir. Donc voilà, mes amis. Donc la semaine prochaine, c'est l'Irlande. J'espère que vous serez là. Quant aux renseignements pour le 19 mai, je vous les donnerai. Il y aura quelque chose au monument, parce que je veux absolument qu'on l'inaugure à notre façon, le monument. Cependant, je devrais aller à Sorel, parce que pour la première fois, ils font quelque chose au cimetière à la mémoire de Wilfred Nelson. Puis c'est important, parce qu'on le met souvent de côté. Pas en même temps. Non, c'est ça qu'on va arranger.